L'immobilier fait partie des investissements que j'ai commencé très tôt. Dès que j'ai eu mon premier job, mon premier CDI, je ne sais pas tombé dans l'oreille d'un source au travers d'une discussion avec des amis qui me disaient qu'ils regrettent 5 ans après de n'avoir pas acheté leur premier appartement parce que ils ont contribué à payer le crédit d'une autre personne. Je me suis rendu compte que moi j'étais à ce niveau, donc il fallait à tout prix que je ne fasse pas les mêmes erreurs et que je puisse très vite investir. Et c'est ce que j'ai fait. Dieu merci, pour moi ça a été la bonne idée. Malgré les risques que ça peut être de pouvoir investir dans l'immobilier, j'ai pu bénéficier du levier bancaire pour pouvoir atteindre des objectifs de patrimoine. Dans cette même période, j'ai un ami personnel qu'on va voir tout de suite au travers de ce podcast qui a choisi une autre direction, mais nous avons tous les deux investir dans l'immobilier, sauf que lui il s'est spécialisé dans la courte durée et moi j'ai fait plutôt de la longue durée. Donc nous allons voir concrètement comment aujourd'hui il s'en sort. Pourquoi est-ce qu'il est allé sur de la courte durée et surtout ses résultats? Parce que moi-même, en toute honnêteté, je vais faire une partie de mon patrimoine immobilier dans le business de courte durée parce que la longue durée, ça commence à devenir un peu chiant. Alors, on va accueillir tout de suite Julian Ouéou. Salut Kevin, ça va très bien toi? Ça va, ça va. Merci de t'être rendu disponible pour ce podcast. Alors, le but de ce podcast est d'échanger un peu sur l'immobilier, notamment sur les différents types de locations, hein, clairement, parce que voilà, pour remettre un peu en contexte, on nous a traité de fous il y a quelques années lorsque on s'est lancé très tôt après les études dans des projets immobiliers assez rapides. Les gens, voilà, tu te rappelles hein, quand on avait annoncé un peu les astronomiques. Qui allait être emprunté, etc. et autres. Et aujourd'hui, bon, clairement, on ne le regrette pas. Hein. Limite, c'est certains de nos amis qui viennent nous demander comment est-ce qu'on a fait. Voilà, on a pris beaucoup de risques, mais on a choisi des voies différentes. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis allé beaucoup plus sur de la location normale, hein, donc du meublé. Enfin, de la location à des particuliers sur des bails de 9 mois, 1 an, des étudiants, etc. Tandis que toi, de ton côté, tu es plutôt allé sur de la courte durée, de l'achat-revente, etc. Donc, le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur ces différents modèles. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Voilà, de ton côté, comment est-ce que ça se passe? Parce que là, tu nous as tapé des chiffres très intéressants. Là. Et du coup, voilà, le but, c'est de partager un peu toutes ces expériences et tout, et de permettre aux gens de voir un peu l'envers du décor aussi, des choses qu'on ne dit pas forcément, ou qu'on n'entend pas forcément sur les réseaux. Hein. Bon, tu le sais très bien, les gens partagent beaucoup les victoires, mais ils ne partagent pas du tout les échecs. Donc, moi, mon but au travers de ma chaîne YouTube, c'est d'être complètement transparent, de dire aux gens quand il y a des choses qui marchent, quand il y a des choses qui marchent pas, et puis de ne pas vendre du rêve aux gens, voilà. Donc, comme toi, tu es spécialisé aujourd'hui dans de la location courte durée et tout, j'aimerais que tu nous partages un peu ça, et moi aussi, je veux me lancer. Donc, aujourd'hui, déjà, tu m'as fait savoir que tu accompagnes maintenant des entrepreneurs aussi à le faire. Donc, moi-même, je vais venir prendre un accompagnement chez toi. Donc, voilà un peu pas de souci. pour planter le décor. Donc, d'abord, les présentations obligent, hein, voilà, j'aimerais que tu te présentes un peu et que tu nous dises qu'est-ce que tu fais. Ok. Donc moi c'est Julien. En fait j'ai un parcours d'école d'ingénieur, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Je suis spécialisé dans la partie développement web, développement d'applications. Et très vite je me suis lancé à mon compte en freelance. Et en parallèle j'ai fait, comme tu le disais, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. D'abord en locatif longue durée. Et très rapidement je me suis rendu compte que je n'irais pas aussi vite que je le souhaitais. Et c'est pour ça qu'après j'ai restructuré un peu ce que je voulais faire et j'ai basculé sur de la courte durée et j'ai également fait un peu d'achat-revente. Mais c'est quoi que tu Donc appelles aujourd'hui, ne pas aller vite? Ne pas aller vite, c'est sur quoi exactement? Est-ce que alors en fait, c'était pour construire un c'est clairement. patrimoine, c'était pour dégager du cash? Je sais parce qu'il y a plusieurs approches. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quelle approche toi tu as voulu faire? En réalité, c'est clairement une question de rendement. C'est-à-dire que quand tu vas louer en longue durée, tu vas avoir un rendement peut-être, si tu es vraiment fort et que tu es vraiment doué, tu peux aller chercher du 10%. Globalement, ton investissement va s'autofinancer. Ça veut dire que tes charges vont être couvertes par tes entrées d'argent. Mais en réalité, tous les mois, tu gagnes pas d'argent. Ou alors tu en gagnes très peu. En fait, c'est ça le problème que moi j'avais avec la location longue durée. Il faut aller vraiment taper sur des stratégies ultra agressives comme la colocation pour éventuellement dégager une marge de 300, 400, 500 euros pour aller chercher de l'immeuble, des immeubles de rapport. Donc, très vite, j'ai compris que rester sur la longue durée allait me freiner à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai basculé sur la courte durée. Parce que la courte durée, en fait, tu multiplies ton rendement. Et que là où avant tu étais sur du 10%, bah, tu vas basculer sur du 18 ou du 20%. Et ça fait que peut-être si tu gagnais 200 euros par mois ou si tu étais à l'équilibre, tout de suite, tu commences à gagner des sommes entre 500 ou 1000 euros par mois avec la location courte durée. D'accord, mais Et là, je parle de marge.
D'accord. Mais après, comment tu fais pour être sûr, pour finir, que tu vas réussir à gagner ces chiffres? Parce que mine de rien, la location courte durée, c'est un modèle économique où tu es encore moins sûr qu'en location longue durée, tu vois. Parce qu'en location longue durée, quand tu calcules, tu fais une colocation et que c'est peut-être 300 euros le loyer et que bon, bah ton crédit plus tes charges, etc. Je sais pas moi, je dis peut-être des bêtises, hein, ça fait peut-être 1000 balles et que pour finir, bon, tu arrives à avoir des rentrées d'argent jusqu'à 1500 euros, tu sais que là, tu as ce chiffre. Mais en courte durée, tu n'en sais rien en réalité, tu vois. Par exemple, sur Airbnb, Alors, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui te dézingue, entre guillemets, tes notes, et puis pour finir, ça peut être compliqué. Comment est-ce que tu arrives à gérer un peu tout ça, en fait? en réalité, là où tu as raison, c'est que c'est plus risqué. Mais vu que c'est plus risqué, c'est mieux rémunéré. Tu sais, il y a toujours ce couple risque Mhm. et rendement, tu vois. Donc, comment est-ce que je fais pour m'assurer de limiter les risques? C'est simplement en utilisant des outils comme déjà Airbnb. Tu peux aller faire une analyse statistique sur Airbnb, comparer avec les annonces qui sont déjà, voir déjà leur nombre de commentaires pour savoir si déjà ces gens-là tournent bien, si leur logement performe. Et il y a un deuxième outil qui est très, très bien, moi je recommande aussi, c'est airdna.co. Et en fait, sur cet outil-là, alors il y a une partie payante, tu peux estimer combien ton logement peut te rapporter. Alors c'est clairement du big data. C'est qu'en gros, vu qu'ils ont déjà une base de plein de logements sur leur site, enfin de par Airbnb, ça leur permet déjà de faire des statistiques, de dire, OK, en fait, si tu as un logement de ce type-là, donc tu as un studio, tu as un T2, tu as un T3, ou tu as un immeuble, peu importe, tu es capable de générer sur un an tel montant. Ça, ils sont capables de te le dire. Mais non, c'est pas précis à 100%, mais ça te donne au moins une idée du chiffre d'affaires que tu peux faire. Après, ce sur quoi tu vas jouer, ça va être tes charges. Donc tes charges, ça va être la plus grosse charge globalement, ça va être le chauffage. C'est sur ça qu'il faut être ultra pointu pour réussir. Alors il y a le chauffage et après il y a le ménage. Et ça, une fois que tu arrives à limiter tes charges tout en conservant un bon service à la clientèle, faut pas non plus que tes voyageurs aient froid chez toi. Si tu arrives à faire ça, là bingo quoi, c'est jackpot. Mais ça veut dire que tu as installé, genre, des radiateurs connectés, des trucs de ce genre, parce qu'aujourd'hui, Alors le chauffage, c'est chaud, hein. oui, oui, non, très rapidement, ça peut exploser. Moi, en fait, quand je me suis lancé sur Airbnb, j'étais en plein hiver. Et j'avais un logement où, en location longue durée, je sais que mes anciens locataires, ils étaient entre, je sais pas, 50, 60 euros par mois, ce qui est déjà énorme. Et j'avais basculé en un mois à plus de 200 euros. Tu vois, donc ça, effectivement, ça m'avait choqué. Et effectivement, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai mis en place un système de radiateur connecté qui te permet simplement de piloter à distance. Tu capes la température maximale que tes voyageurs peuvent utiliser, mais il faut quand même qu'ils aient du confort. Et ça te permet déjà de réduire la facture. Il y a aussi un autre truc qu'il faut dire, c'est que quand les voyageurs sont en location courte durée, en fait, ils sont pas chez eux. Et au final, c'est pas eux qui payent la facture. Donc, ce qu'ils vont faire, et ça, j'ai constaté, c'est qu'ils peuvent partir toute la journée et laisser le chauffage à bloc. Ou bien ouvrir les fenêtres et laisser le chauffage tourner à bloc. Donc, le fait d'avoir des radiateurs connectés, déjà, ça peut te permettre, il y en a qui en fait, détectent quand il y a une fenêtre qui est ouverte ou quand il y a personne dans le logement et qui vont baisser la température. Ça te permet de faire des économies à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Donc, pour finir, il faut quelque part mettre un peu de domotique dans ton Tout appartement à pour, fait. in fine, réussir à piloter un peu ta stratégie d'énergie pour finir. Parce que, pour te donner un Ouais. exemple, moi, dans la longue durée, avec ma colocation, aujourd'hui, je me bats tous les jours avec cette histoire de chauffage. Tu vois, parce que moi, je suis au chauffage au gaz, c'est une pompe à chaleur, mais je peux te dire que il y a des mois où j'arrive à 500 euros par mois, quoi. Tu vois, dans une Mm. colocation d'à peu près 5 personnes sur 140 mètres carrés. Tu vois, j'arrive à 500 euros par mois et c'est pas la blague. Et au point où Ouais, mais en hiver, tu vois, avant moi j'étais, tu sais, comment on dit ça, j'avais des factures des forfaitaires et tout, et puis après ils ok. faisaient la régulation, Oui. tu vois. Et je me Ouais. rappelle la première année, j'ai eu une régulation de 800 euros. Mais ça m'a tellement choqué que après maintenant je peux avoir Mais les étudiants et je leur dis ah les gars mais écoutez voilà et tout et là j'apprends que déjà quand tu fais du forfait bah tu peux pas venir régulariser les charges tu vois donc déjà dans le bail moi j'étais faussé dans ce sens-là dans la mesure où il faut que tu inclus cette option là dans ton bail pour pouvoir faire de la régularisation ça c'est un donc là déjà tu vois je l'avais un peu dans le cul la deuxième fois j'ai changé le type de bail pour mettre les trucs aux normes mais malgré tout, quand tu viens, et l'année qui a suivi, c'est encore plus grave parce que c'est passé jusqu'à 1200 euros, tu vois. Et 1200 euros, quand tu viens voir un étudiant, tu lui dis, bon, ça fait 1200 euros, les gars, divisé par 4. Le gars, il te dit, tu vois, il te dit que lui, depuis qu'il est à la alors, maison, il n'a jamais touché le bouton de chauffage. Et c'est la guerre comme ça. Pour finir, oui, tu fais comment, mais en fait? en fait, pour la longue durée, pour moi, ce qu'il faut faire pour être tranquille dans tous les cas, c'est que c'est les locataires qui doivent payer le chauffage, en fait. Là, Mais, tu es tranquille. C'est-à-dire mais que c'est c'est chaud. eux qui s'occupent de la. Mais dans la coloc, En fait, effectivement, en colocation, oui, en colocation, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, tu dois les responsabiliser, pardon, sur ce niveau-là. C'est pas à toi en tant que propriétaire de payer leur consommation de chauffage, effectivement. Tu vois? Et donc là, effectivement, vu que c'est pas eux qui payent, crois-moi que si, si c'est eux qui devaient payer, ils feraient beaucoup plus attention. ah, bien sûr, bien sûr.
Tu vois, donc mais, pour moi, si tu es en longue durée, il faut que ce soit tes locataires. Pour moi, je ne vois même pas de raison pour que ce soit toi qui paye. mais moi, justement, dans le cas où je suis pas je fais pas de la colocation parce que j'ai plusieurs appartements, dans les appartements où je fais pas de la coloc, c'est pas moi qui paye. Et puis de toute façon, le seul appartement que j'ai qui est Ok, une pompe à chaleur, c'est ma coloc, tu vois. Et justement, je suis en train d'essayer de réfléchir ok. pour pouvoir changer carrément de système, pour mettre des nouveaux systèmes connectés, tu vois. Je crois EDF, ils ont un parcours de rénovation par rapport à ça, des trucs RGE et autres là. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais aller faire un audit, etc. et puis lancer ça cette année. Parce que là, pour le coup, je te dis, avec les charges qui ont encore plus augmenté et autres, etc. Je peux te dire que c'est pour ça justement que je te sollicite aujourd'hui parce que je me pose la question de savoir si pour finir, c'est pas un mauvais choix de faire de la longue durée, quoi. Alors, petite parenthèse aussi par rapport à ça, c'est que si tu peux aussi faire de l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur de ton logement. Peut-être qu'il faut, alors faut voir ton petit peu, peut-être que effectivement tu es sur une passoire thermique, et dans ce cas, il faut peut-être essayer d'améliorer un peu le confort énergétique tes locataires. Maintenant, par rapport à la question, au point sur la courte durée, pour moi, c'est une analyse à faire. C'est-à-dire que la courte durée a l'avantage, de manière générale, de te générer beaucoup plus d'argent, mais elle a l'inconvénient de te générer beaucoup plus de travail, donc beaucoup plus de stress au quotidien. Donc, tu dois déjà savoir si tu as le droit de faire l'activité. Donc, il faut que tu ailles voir avec la mairie dans la ville. Il faut que tu regardes dans le règlement de copropriété si tu as le droit de faire la courte durée ou pas, parce qu'en ce moment, il y a des lois qui sont passées dernièrement qui sont venues resserrer la vis autour de la location courte durée. Maintenant, si tu te rends compte que tous les feux sont ouverts, il faut que tu fasses tes estimations, tes calculs, et aussi que tu sois capable d'automatiser. Maintenant, tu peux très bien faire un test sur un mois ou 2 mois. Tu peux très bien, tes locataires sont partis, tu designs ton appartement, tu refais un peu de décoration, tu mets tout ce qu'il faut, et tu fais ton test sur quelques mois. Alors, j'ai dit un mois, 2 mois, mais en fait, c'est un peu court parce qu'au début, tu n'auras pas d'avis. Et ce sont les avis en fait qui te permettent après de faire tourner la machine, que tes appartements puissent cracher vraiment, vraiment du cash tous les mois. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est trouver un système pour automatiser la gestion sans pour autant impacter ta vie au quotidien. Parce que si tu sais pas faire, tu vas être là tout le temps à gérer les problèmes des voyageurs, le ménage, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment le gros point négatif de la location courte durée. Si on ne sait pas gérer ça, si on ne sait pas automatiser, déléguer un certain nombre de tâches, on perd beaucoup de temps. Mais du coup, toi, tu fais ça comment, toi, de ton côté, pour finir? Parce que, évidemment, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Comment toi, tu arrives à automatiser un peu tout ça? Oui. En fait, quand j'ai commencé, il faut dire que moi j'ai commencé alors tout seul, avec juste une femme de ménage, une personne qui faisait le ménage. J'avais déjà des prestataires, parce que j'avais fait des travaux dans mes biens. Donc j'avais des artisans avec lesquels j'avais travaillé. Donc ce que j'ai fait, c'est seulement que je leur ai dit, bah, écoutez monsieur, voilà, je me lance dans une activité de courte durée, je veux peut-être un de vous pour des interventions ponctuelles, rapides et tout. Donc tu les mets au clair par rapport au fait que tu peux avoir besoin de ponctuellement. Ça permet d'avoir une équipe autour qui peut intervenir. Ensuite, il faut recruter, comme il se doit, le personnel de ménage. Mais ça, c'est clairement, pour moi, le pain point. C'est le point le plus important dans ta location courte durée. Il faut quelqu'un de fiable, de sérieux et d'appliqué. Parce que cette personne-là va faire le ménage quand tes voyageurs vont partir. C'est la personne qui va aussi acheter les consommables. Donc, tout ce qui va être thé, café, papier toilette, c'est la personne-là qui va devoir avoir cette responsabilité-là de renouveler ça. Donc, il faut que la personne soit un minimum, comment dire, bien câblé dans sa tête pour se dire, bah, tiens, là, il va manquer, je sais plus, le café va se terminer bientôt, l'eau se termine, il faut que j'aille en acheter, et sur présentation de facture, toi, tu rembourses la personne. Et il faut également bien rémunérer cette personne-là, c'est extrêmement important. Donc, il y a ça. Ça, c'est la partie un peu opérationnelle, c'est ce qui se passe dans le logement. Maintenant, il y a la partie entrée-sortie du logement. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des systèmes automatisés qui me permettent, lorsque les voyageurs arrivent à la porte de mon immeuble, de recevoir une notification sur mon téléphone. Donc, je reçois une notification, je suis capable d'ouvrir à distance, peu importe où je suis dans le monde. D'accord? Mhm. Donc, ça me permet de faire entrer mes voyageurs à toute heure, à tout moment de la journée. Donc, ils rentrent dans l'immeuble. Après, maintenant, quand ils arrivent devant la porte de l'appartement, c'est le même système équivalent, j'ai une série connectée. Et donc, ça me permet également, lorsque je leur donne un code, tout ça, c'est géré automatiquement, hein, c'est des messages automatiques qui partent. Donc, je leur donne un code, ils arrivent devant la porte d'entrée de l'appartement, ils mettent le code, ils rentrent, et dedans, ils ont les clés. Et Mhm. pareil, quand ils partent, ils laissent les clés dans l'appartement, ils sortent, ils mettent le code pour fermer, ils s'en vont, et le personnel de ménage arrive derrière. Et tout ça, en réalité, je le dis comme ça, mais en réalité, c'est automatisé parce que le personnel de ménage est quote, alors quote avec un nombre de droits limité, en fait, sur mon annonce, c'est quote sur mon annonce. Donc, ça fait que le personnel de ménage, quand il y a une nouvelle réservation, elle sait. Quand il y a le ménage à faire, elle sait qu'elle doit y aller. Donc, c'est D'accord. vraiment une machine qui est bien huilée. Ça prend un peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est bien huilé. Et ça me permet je suis quasiment plus en France en ce moment, et mes appartements tournent quand même très bien. Alors, D'accord. de temps en temps, il faut superviser. Quand il y a peut-être un peu de casse, tu peux dire, par exemple, qu'en dessous d'un certain montant, vous ne me contactez pas, vous gérez ça vous-même. Si il y a, je sais pas, une chaise qui est cassée et la chaise coûte 30 euros ou 40 euros, on va pas te déranger pour ça. Tu Mhm. vois, ça dépend aussi de comment tu gères ça. Moi, j'ai clairement dit en dessous de 30-40 euros, ne me contactez pas. Donc ça, ils ont l'intelligence, ils gèrent ça en autonomie. Et quand il y a des problèmes un peu plus complexes, là, effectivement, on me contacte. Mais honnêtement,
c'est vraiment rare, quoi. C'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment très, très rare. Alors, il y a toujours des moments où c'est un peu plus, ça va être un peu plus chaud, surtout peut-être en fin d'année, des choses comme ça, quand il y a des grosses périodes. Mais sinon, globalement, c'est cool, quoi. Moi, ça se passe très bien et je suis très content. D'accord, mais c'est très bien, franchement. Je commence à me faire regretter de m'être lancé dans dans de la location longue parce qu'effectivement, aujourd'hui, même dans la location longue durée, tu vois, c'est devenu difficile d'avoir des profils intéressants. Parce que les gens, malheureusement, ont de plus en plus de soucis financiers. Et du coup, des fois, ça se passe pas très bien, tu vois. C'est-à-dire que tu peux être très humain et tout, et comprendre certaines choses, certaines réalités, etc. Et une fois que la personne rentre, elle te fait à l'envers. Malgré elle, hein, tu vois, des problèmes financiers, ça arrive et tout, etc. Ouais. Mais j'ai même l'impression que ça devient beaucoup plus risqué de faire rentrer quelqu'un chez soi que d'assumer d'avoir une vacance locative énorme, quoi. Bah, Hum. ouais, mais non, il y a des gens qui clairement se posent la question. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de logements vacants en France que de logements sur Airbnb. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a beaucoup plus de logements vacants en France que de logements sur Airbnb. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, quand tu es sur Airbnb, tu as quand même un gros avantage, c'est que tu es payé. En fait, ils font le virement avant d'entrer et le lendemain du jour où ils arrivent, en fait, eux, ils ont plus la main dessus, ils ont déjà fait le virement. Airbnb te fait le virement. Ça fait que dans les jours qui suivent, tu es sûr d'encaisser ton argent, en fait. Tu vois, donc D'accord. ça, c'est un gros, gros avantage Mais aussi du comment Airbnb. ça C'est se que gère ça. comment ça se gère un peu les litiges? Par exemple, si il y a quelqu'un qui rentre et qui casse et tout, comment ça se passe un peu les litiges sur Airbnb? En fait, tu as ce qu'on appelle l'assurance air cover. Et en fait, quand tu as, et c'est pour ça que c'est important de responsabiliser ton personnel de ménage sur les photos avant et après. C'est-à-dire que ton personnel de ménage va faire des photos avant, enfin quand elle arrive dans le logement, après que les voyageurs soient partis, mais donc avant le ménage et après le ménage. Et donc ce sont ces photos-là qui vont servir de preuve après auprès de Airbnb. Et ça va te permettre, si jamais il y a un problème, de faire un dossier, tu montes un dossier auprès de Airbnb et tu fais bien enfin, tu structures bien ta chose et Airbnb derrière va te rembourser. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et toi, Ça, ça c'est pour la période. Pour ceux. Oui, ouais. ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Il y a pas très longtemps, il y a une jeune femme là qui avait donné un coup dans une porte. J'ai simplement fait passer un des artisans avec lequel je travaillais, qui m'a fait un devis. Mhm. J'ai envoyé le devis à Airbnb qui m'a remboursé en fait. Donc l'artisan a fait la réparation et ils m'ont remboursé. Donc ça, à ce niveau-là, l'assurance air cover de Airbnb, franchement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est si tu décides de passer par Airbnb. Après, moi aujourd'hui, il faut savoir que je loue aussi beaucoup en direct. Et quand tu loues en direct, là, effectivement, tu n'es plus protégé par l'assurance Airbnb. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis en place un dépôt de garantie Mhm. automatiquement. En gros, les voyageurs qui doivent arriver chez moi, avant de rentrer, avant que je leur donne les accès, donc c'est des codes, je leur envoie un lien. Alors c'est le site, c'est Sweetly pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle Et comment, tu as dit? ils ont Sweetly. Strictly, d'accord. Mhm. Sweetly, ouais. C'est un service en fait, c'est un service de système d'empreinte bancaire. En gros, ça permet que les voyageurs mettent, ils mettent leur carte sur Sweetly. Ils sont pas prélevés, mais ça te permet c'est l'équivalent d'une caution de dépôt de garantie. Ouais. Ça te permet, tu fixes un montant de, comme tu veux, 200, 300 euros en fonction de ton logement, de ce qu'il y a dedans. Et derrière, les voyageurs savent que si jamais il y a un problème, ils vont être prélevés. Mhm. Tu vois, donc, ça, c'est pour si tu ne passes pas par Airbnb, tu es obligé également de faire un truc comme ça. Également, il faut toujours se protéger avec un bail. C'est-à-dire que moi, j'ai un bail type que je fais signer aux gens qui viennent chez moi. Alors, tout est numérisé, hein, je ne me déplace pas. Donc, je leur fais signer avant qu'ils arrivent dans le logement. Mais globalement, je peux te dire que j'ai jamais eu de problème où je me suis retrouvé à devoir mettre de l'or de ma poche. Et même si ça arrive, c'est que c'est un petit truc de peut-être remplacer des cuillères, des choses comme ça, quoi. C'est pas. Mais par contre, et ça c'est très important, c'est que il faut, si tu décides de traiter avec Airbnb, traite avec Airbnb de A à Z. Faut pas faire des entourloupes, essayer de sortir de la plateforme. Les voyageurs t'écrivent sur Airbnb, tu les sors pour les récupérer en direct. Ça, il faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Mhm. C'est Mhm. même très dangereux parce qu'ils peuvent bloquer ton annonce. Ah, ok. En tout cas, s'ils nous ont entendus, on n'a jamais dit ça. Ok, super, super. Et au niveau un peu des chiffres, au niveau des chiffres aujourd'hui, tu as combien d'appartements? Chaque appartement, bon, après, j'essaie d'avoir un peu une vision globale. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, chaque appartement, ça te rapporte à peu près combien et tout, et voilà, vis-à-vis un peu du crédit que tu as. Donc, tu arrives à le cash flow. C'est comment, ça fluctue comment? Là, j'ai fait une vidéo dessus sur laquelle j'avais dévoilé mes chiffres. Hein. Ce que Mhm. je peux te dire, c'est que au global, dans les meilleurs mois, parce que en fait, au final, c'est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu n'auras pas c'est pas du salariat où tu as un revenu fixe tous les mois. Donc, Ouais. tes revenus vont fluctuer. Mais dans les meilleurs mois, très clairement, on dépasse les 10K. Les 10K, c'est plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. D'accord. Maintenant, après, Ouais, avec combien d'appartements? alors, je ne cogne pas dessus entièrement parce qu'il y a des logements sur lesquels je suis associé avec des personnes et des Ah, logements ok, sur lesquels je d'accord. suis tout seul. Mais ce que moi je peux te dire, c'est que dès que tu dépasses les 4-5 appartements, les 10K, tu vas les franchir. Ok, ok. Tu vas les franchir rapidement. Pourquoi? Parce que si tu as déjà un T3, Mhm. après ça dépend où tu es situé, ça dépend à combien tu loues la nuit, mais en chiffre d'affaires, tu peux faire facilement entre 1500 et 2500 euros en fonction des périodes. Parce qu'un D'accord. T3, en fait, ce sur quoi tu gagnes, c'est tu vas gagner sur le nombre de lits. C'est-à-dire que si tu Mhm. as un studio, ben, en réalité, c'est deux personnes maximum que tu peux Ouais. prendre.
Alors, à part si tu as un canapé, lit, machin, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu as un T3, donc tu as 2 chambres, tu peux très bien designer ton T3 pour avoir 6 couchages. Mhm. Et donc, dans un T3, tu vas avoir de temps en temps des gens qui vont venir à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Sachant que par personne supplémentaire, tu gagnes toujours un peu plus. Et c'est ce qui te D'accord. permet, Mhm. in fine, lorsque tu vas avoir 3, 4 T3, très rapidement, tu vas monter sur du chiffre d'affaires supérieur à 2 000 euros. Et maintenant, tout le jeu derrière, ça va être de comment tu gères, est-ce que je disais de vidéo, comment tu gères tes charges pour qu'il t'en reste le plus possible à la fin. D'accord, ok, 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 Mais ok. si tu es bon, tu es doué, tu gères bien tout ce qu'on a dit là, tu fais un peu de location aussi en direct, oui, tu peux faire entre 40 et 50% de marge sans trop de problème, quoi. Ah, mais ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Et du coup, aujourd'hui, toi, c'est quoi ton objectif? C'est de pouvoir continuer comme ça et de rentrer au pays pour en refaire d'autres? Ou comment est-ce que tu te vois par rapport à ce business? Alors, en fait, je ne vois pas non plus. Mon objectif n'est pas d'avoir 1000 biens en France. Pourquoi? Pour des raisons de diversification. Il faut savoir que aujourd'hui, les pays occidentaux, notamment la France, est un pays extrêmement taxé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'impôts qu'on paye dans ce pays-là. À un moment donné, il faut aussi se poser la question, est-ce que tu n'es pas trop exposé à un pays? Alors, pas que la France, de manière générale. Si tu es trop exposé, c'est un problème. C'est aussi pour ça que déjà, je me suis diversifié en bourse. C'est-à-dire que j'ai investi en bourse sur plusieurs marchés, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Ah, mais ça, Maintenant, c'est bien l'immobilier, c'est la ça. même Bah, chose. on va, on va faire une nouvelle vidéo par rapport à ça, alors. Non, Ah, vous voyez, les il gars, n'y a c'est pas de ça. souci. L'entrepreneuriat, c'est être multitalent, hein. Donc là, on a affaire à Hmm. l'immobilier. Mais Monsieur Julien est un investisseur dans la bourse. Donc on aura un autre podcast dessus, n'est-ce pas? Et du Non, côté de la y a bourse, pas c'est de quoi? souci. C'est la bourse typiquement africaine, mais c'est la bourse qui est internationale. Bon, quand je dis bourse africaine, Alors, c'est les BRVM et autres là, hein. oui, oui, bah, en Afrique, clairement, c'est la BRVM. Je passe par une SGI béninoise, Mhm. Société de gestion d'intermédiation, je crois que c'est ça le sigle. C'est simplement une société qui te permet d'avoir accès au marché boursier ouest africain. Donc, où il y a les pays Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Bénin, etc. Donc, Comme un une broker, quoi. SGI, ça te permet juste d'avoir accès. Oui, ça te permet juste d'avoir, c'est un courtier. Ça te permet d'avoir accès au marché et d'investir sur le marché africain. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, c'est pareil, c'est qu'il y a des limites. C'est-à-dire quelqu'un, je donnerai pas les mêmes conseils à quelqu'un qui est en Afrique que quelqu'un qui est en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, pour moi, l'immobilier, c'est mieux parce que tu as l'effet de levier. En Afrique, peut-être que effectivement, il vaut mieux démarrer par la bourse. Moi, j'ai démarré par l'immobilier, comment dire, c'est mes revenus de l'immobilier, mon cash flow que j'ai récupéré pour aller injecter dans la bourse, en fait. D'accord, mais après, tu sais, on a quand même eu la chance, au moment où nous on a investi, d'avoir des taux qui sont très bas, des 1%, etc. et autres. Je discutais justement avec un de mes amis qui est justement dans la construction de maisons individuelles. D'ailleurs, le podcast devrait sortir, je sais pas si ça sera avant ça ou après, mais bref. Et celui-ci disait qu'on avait des taux jusqu'à 9%, des fois 12%, etc. Mais c'est dingue! Et encore, il te demande de Non, pouvoir avoir 20% d'apport, etc. Donc, c'est chaud. Toi, de ton côté, si jamais tu devais justement utiliser l'effet de levier pour pouvoir investir au pays et reprendre un peu ce business model vis-à-vis de ce genre de taux, etc., comment est-ce que toi, tu te projettes par rapport à ça? Est-ce que tu ferais de la même manière et tout? C'est quoi alors, ta stratégie par rapport à ça? moi c'est intéressant parce que je me lance là. Je vais commencer bientôt au Bénin, notamment. Et en fait, ma stratégie, elle est simple. C'est quoi? C'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est le rendement. Ça veut dire que si, même si tu as un taux à 20%, mais que je suis rentable, c'est-à-dire que mes logements me rapportent plus que tout ce que je rembourse, moi, ça me va, en réalité. Tu vois? Maintenant, le problème, c'est que vu que les taux sont élevés, c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'être rentable. Voilà. Et donc, se pose la question des sources de financement alternatifs. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pas te diriger vers plutôt un crédit conso? Des questions que je me pose. En fait, en réalité, c'est des calculs qu'il faut faire. Est-ce que tu vas pas plutôt te diriger vers un crédit conso que tu fais en France ou en Occident à un taux plus faible sur une durée moins importante, mais en réalité, tu pourras lever un montant peut-être équivalent voire plus important. Et avec ce crédit conso-là, tu pourras aller investir au Bénin. En fait, c'est des questions auxquelles enfin, que je me pose en ce moment. Clairement, j'ai pas trouvé la formule Est-ce prête à est-ce l'emploi. Je pense que ça dépend des profils. est-ce qu'ils vont te laisser rapatrier plus de 50 000 euros ou 100 000 euros assez facilement comme ça d'une banque en Occident à une banque africaine? Je sais pas. Tu sais, il y a des gens qui ont eu de réelles difficultés à cela, hein. Voilà, je connais Ah, des ouais. gens qui ont eu fait des 4 mois, 5 mois, pourtant qui ont le virement Swift, etc. Mais la banque là-bas, ils disent qu'ils ont rien reçu, des trucs de dingue, quoi, tu vois. Est-ce que ça sera si facile Oui, que en ça? tout cas, je ne sais pas. Clairement, je l'ai pas encore fait, mais je te dirai si j'ai réussi ou pas. Mais Ouais. ce que je peux quand même dire, c'est qu'il faut toujours faire les choses de manière carrée. Il faut pas essayer de faire des entourloupes, essayer de. Si c'est pas possible, il faut trouver un autre moyen. Tu vois, il y a plein de manières de financer aujourd'hui. Tu as le crowdfunding. Il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser pour financer tes opérations. Donc en réalité, clairement, si ça ne fonctionne pas, ne force pas. Et n'essaie pas de faire des trucs un peu illégaux comme certains peuvent essayer de faire. Non, reste carré. Par contre, trouve une source de financement alternative et puis ça devrait rouler, quoi.
Ça marche, ça marche. Ok. Bah écoute, dans un prochain épisode justement, on va aller dans un de mes appartements. Voilà, j'ai décidé de prendre toi ton accompagnement parce qu'aujourd'hui tu as clairement l'expertise de la location courte durée. Moi je m'y connais pas trop hein, et moi je veux aller vite. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi dans l'entrepreneuriat, moi je me fatigue pas. C'est que voilà, quand je prends un expert dans son domaine, je sais qu'il est bon dedans, je veux me lancer, je me fais accompagner, j'avance très rapidement et c'est ce que je recommande. Et du coup, comme je n'ai pas la science infuse sur tous les domaines, voilà, moi aujourd'hui, dans le prochain épisode de ce que potentiellement on va tourner, c'est qu'on va aller dans un de mes appartements et puis tu vas nous expliquer de manière claire quels sont les défauts, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. dans le but justement de se lancer dans la courte durée. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire, voilà, clairement, et ça peut être vraiment intéressant. Ok, pas de souci, on va le faire, on va le faire. Il y a de belles choses à faire en location courte durée. Aujourd'hui, clairement, c'est même, j'ai envie de dire, c'est quasiment de l'art parce que tu peux faire des jolies décorations, les gens apprécient, et puis tu es heureux quand même de rendre un service à des gens. Et puis en contrepartie, il faut aussi dire, alors tu gagnes de l'argent, mais tu changes la vie aussi de gens autour de toi. Moi, j'ai des personnes que j'embauche pour le ménage qui étaient en grande difficulté. Mhm. Avant et qui clairement avec cet argent-là en France ça leur permet de vivre un peu mieux un peu plus décemment. Donc il y a de belles choses à faire avec Airbnb, très clairement. Ça marche, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Donc du coup, on peut compter sur toi pour que tu puisses nous aider clairement à se lancer dans de la location courte durée. Comment est-ce qu'on peut, Oui, d'autres oui. personnes, moi clairement j'ai ton contact, donc aujourd'hui on va partir dessus hein, sans hésiter. Mais comment d'autres personnes aujourd'hui peuvent te contacter s'ils ont envie de se lancer aussi dans la location courte durée pour que tu puisses apporter ton expertise et puis les aider? J'ai une chaîne YouTube, le freelance libre, sur laquelle je communique et je partage ce que je vis, je donne des exemples, je donne des anecdotes que j'ai vécues. Donc n'hésitez pas à contacter moi, enfin, vous pouvez passer par Instagram aussi pour me contacter. Vous avez mon LinkedIn, vous avez mon adresse mail sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai déjà accompagné des gens, les vidéos arriveront très prochainement. Et puis voilà, lancez-vous, ne restez pas cloisonné à une seule source de revenus, c'est-à-dire votre salaire, parce que en fait vous êtes très vulnérable, vous êtes très exposé. Si jamais il y a un problème, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus comme ça déjà dans votre vie, c'est déjà bien. Et ensuite, vous verrez plus tard ce que vous faites. Est-ce que finalement vous décidez de rester en France? Ça peut être un choix de rester, ça peut être un choix aussi de partir, mais vous aurez cette sérénité-là en partant, en vous disant, bah, dans tous les cas, que je travaille ou pas, j'ai des revenus en automatique qui tombent, tout simplement. Super, super. Merci Julien. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast. Moi personnellement, moi je vais me lancer. Hein, donc moi je sais pas pour les autres. Et je vais partager également sur ma chaîne comment ça va se passer. Donc n'hésitez pas à contacter Julien sur ses réseaux sociaux. Moi de mon côté, dans les jours prochains, etc. Je vais faire d'autres vidéos avec Julien selon sa disponibilité pour qu'on puisse me faire basculer dans la voie du cash flow. Je te remercie, Julien, pour ta disponibilité. Et puis, si tu as un dernier mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs, nos abonnés, pour qu'ils puissent se lancer également dans l'entrepreneuriat? Moi, je pense que voilà, tu as tout dit, hein, il faut se lancer. Il faut faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien avec son emploi. Vous pouvez commencer par de l'allocation longue durée comme toi. C'est un modèle qui fonctionne. On peut très bien changer même sa vie un peu avec ça, hein, gagner quelques centaines d'euros en plus par mois. Pour des gens, pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, lancez-vous. Si vous êtes surtout en Occident, utilisez l'effet de levier, essayez d'utiliser le crédit parce que c'est un outil vraiment très intéressant. Si vous savez bien l'utiliser, vous pouvez changer votre vie avec ça. Ça marche. Donc, l'objectif est de changer de vie, de ne pas couler. Mais même si vous coulez, Julien sera là pour vous découler. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire, partagez aussi ce que vous avez vécu. Et puis, si vous avez des questions, bah, on est là pour répondre à ces questions, notamment Julien sur la location courte durée. Merci Julien à toi d'avoir participé à ce podcast et puis on se retrouve bientôt. Ciao. Merci Kevin. Merci Kevin. Salut, ciao.